À quoi ça sert de faire une biennale plutôt que rien? Il s'agit bien sûr, pour dire les choses simplement, de valoriser, faire connaître le travail des artistes. Mais vous me direz, il y a déjà des musées pour ça, il y a d'autres biennales, il y a des tas de choses qui se font, mais malgré ça, tout le monde n'est pas au contact de l'art. Alors on souhaite que vous veniez très nombreux pour voir les artistes et leur travail. C'est important pour nous tous, mais c'est important pour eux essentiellement, parce qu'ils ont vraiment besoin de faire connaître leur travail. La Biennale, elle a commencé dans ce lieu où nous sommes, c'est-à-dire un parc magnifique qui avait été acquis par la commune de Farin, et bien sûr, c'est le lieu de naissance de la Biennale. Mais il ne faut pas que l'art reste dans les murs de ce parc et qu'il aille au-delà, au contact des gens, dans la rue, dans les bourgs, dans les villages, dans les villes qui sont dans notre environnement. Et c'est pour ça que la Biennale, elle a l'essentiel de sa présentation qui est dans le château, et puis progressivement elle va diffuser dans la région du Val-de-Saône, du Beaujolais. Alors pour réussir une opération comme ça, il faut pas mal de conditions quand même. La première condition, ça a été un lieu, ça a été le point de départ, c'est-à-dire le château et le parc de Farin, qui permettaient vraiment de construire des choses assez attractives. Il faut aussi une équipe, et ça c'est le point fondamental, c'est que nous fonctionnons avec une équipe de bénévoles qui sont motivés, qui sont engagés, qui sont dévoués et qui travaillent beaucoup pour réussir à transporter les œuvres, à les mettre en place, à réaliser une communication suffisante pour que le public soit au courant, à réunir les moyens nécessaires pour tout ça. Et donc ça c'est un point très important d'avoir une équipe dynamique. Et puis il faut avoir des soutiens institutionnels. Alors les soutiens institutionnels, ils sont assez fidèles, je dois dire, au niveau régional, départemental, les communautés de communes, la mairie de Farin qui nous aide beaucoup aussi bien sûr. Et puis il y a aussi des partenaires privés. Et ça c'est aussi un point qui est très important pour nous. C'est d'arriver non seulement à avoir des ressources qui nous viennent de partenaires privés, d'entreprises essentiellement de la région. Ça c'est tout à fait important sur le plan des ressources, mais c'est au-delà, c'est aussi motiver des entreprises pour rentrer dans une démarche pour eux-mêmes, pour leurs employés, pour leurs clients, autour de l'art. Et on a de plus en plus des visites des entreprises qui nous soutiennent, qui amènent leurs employés venir visiter la Biennale et en profiter. Et puis il y en a de plus en plus qui font l'acquisition d'une œuvre d'art pour leur lieu de travail ou leurs lieux commerciaux. La Biennale réunit toute une série d'artistes, 25 artistes environ. 2 ont été invités spécialement cette année, et les autres sont des artistes qui ont été sélectionnés par un jury. Et puis il y a aussi parmi ceux-ci 2 d'entre eux cette année qui participent à ce qu'on appelle un symposium, c'est-à-dire qu'ils vont venir à Farin pendant un certain nombre de semaines pour travailler une œuvre sur place. Et l'intérêt de le faire sur place, c'est de le faire aussi au contact des publics, au contact des enfants, des grands, qui viennent les voir en fin d'après-midi pour parler avec eux sur l'avancement de leur travail, et ça fait un lien qui est très, très vivant. Il y a 2 artistes dont je viens de parler qui font un symposium à l'intérieur du château, et il y a une troisième artiste, en l'occurrence Mathilde Pénigaud, qui va travailler avec les enfants des écoles pour qu'eux-mêmes réalisent une œuvre qui sera présentée dans le château à l'occasion de la Biennale. Et ça, c'est un point aussi très important, ce partenariat avec les écoles de Farin cette année, ça peut être d'autres écoles aussi, pour qu'il y ait une animation, une création qui soit faite sur place dans les écoles. Ça veut dire alors donc moi je mettrais donc là vraiment très on va en mettre là comme ça. Cette casserole elle est pas chaude.
Moi, je suis sculptrice à Chirouble, dans le Beaujolais, et je travaille en ce moment sur des arbres du futur qui parlent de l'anthropocène, de l'impact de l'homme sur la planète, etc. Et des couches de pollution qui imbibent nos sols petit à petit en surface. Et on a des arbres du futur qui vont pousser sur ces polluants. Et donc moi j'ai fait des projets comme ça et on travaille là avec les enfants. On fait 6 arbres qui représentent chacun une pollution du monde moderne. Et on élabore des arbres avec des matériaux de récupération qui vont exprimer un peu toutes les problématiques contemporaines autour des déchets, de l'environnement, des pollutions qui s'accumulent et du futur qui peut être compliqué avec le réchauffement et que vont devenir les plantes, comment elles vont pouvoir s'adapter à tout ça. J'ai 92 ans, je suis né en 1931. J'ai donc connu la guerre, ce qui est une expérience terrible qui m'a beaucoup influencé. J'ai eu une vocation d'enfance, j'ai toujours voulu être un artiste. Je suis sculpteur, j'ai toujours privilégié une vision de sculpteur. Je ne suis pas du tout peintre. Alors, j'ai pratiqué la sculpture durant toute ma vie, en commençant par la poterie. Pour préciser une chose, c'est que je n'ai jamais fait de la sculpture à plein temps. C'est-à-dire que je découpais mon année en 2 périodes. Je faisais l'hiver, je faisais de la peinture, du dessin, et l'été, je faisais de la sculpture. Ce qui m'obligeait à faire une gymnastique continuelle tous les 6 mois. Quand j'avais fini de faire les sculptures, où ma vision était une vision à 3 dimensions en volume, je repassais à la peinture à 2 dimensions avec l'illusion que peut être l'œuvre picturale. Donc ça m'obligeait toujours à définir d'autres objectifs, de trouver d'autres techniques, et ce qui m'obligeait à ne jamais taper sur le même clou et faire une œuvre toujours dans le même sens. Si bien qu'en sculpture, tous les ans je changeais de thème, et en dessin, en peinture aussi. Donc cette manière m'obligeait toujours à aller de l'avant pour éviter cette répétition qui pour moi était inacceptable. Donc j'ai appris la poterie et j'ai travaillé avec un céramiste qui habitait à côté de Mâcon, à Pierre-Clos, Henri Blouzard, qui m'a très bien formé, si bien qu'au bout d'une année, il se déchargeait sur moi de la conduite de l'atelier. J'avais appris à tourner très rapidement et j'ai donc appris très bien ce métier. Et puis j'ai été énormément aidé par le directeur des Beaux-Arts, qui a vu à quel point j'étais passionné et travailleur. Si bien qu'il m'a beaucoup aidé et j'ai pu, en dehors de l'école, travailler en ville dans un atelier de poterie qui ne fonctionnait pratiquement pas. Et là, j'ai fait une centaine d'œuvres en dehors de l'école, des œuvres déjà sculpturales qui ont été remarquées par un mécène qui a fait une exposition de mes œuvres à Paris. Et à Paris, rue Bonaparte, la galerie May, qui était la seule galerie d'art décoratif de cette époque. Et bien sûr, ça a eu un certain succès parce que la céramique était en déshérence à l'époque. Il n'y avait plus que Valoris, Picasso venait de s'installer, mais à Valoris on fabriquait des pots de fleurs, vous comprenez. Il y avait très peu de céramistes, sinon quelques noms qui sont restés, Lerat, Beyer, etc. Mais si bien que cette exposition a eu un certain retentissement, l'inspecteur général de l'enseignement artistique, M. Georges Fontaine, qui était un haut fonctionnaire, m'a acheté 2 pièces et m'a demandé à me voir.
et m'a proposé de créer un cours de céramique à Beaune, qui était proche de Dijon. Et bien sûr que j'ai accepté, j'ai fait cet atelier et j'ai enseigné la céramique pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai travaillé dans des ateliers de sculpture et de peinture. Et ensuite, j'ai tout de suite pensé à faire des choses en métal. Parce que le métal, ça coûtait pas cher. Et je travaillais chez des artisans qui, devant ma détermination, me mettaient au pied du mur en disant « montrez-nous ce que vous savez faire ». Et tout de suite, j'ai fait de la sculpture en tôle, en métal. Et puis, j'ai été toujours très bien aidé par les gens de métier. Donc, j'allais chez des serruriers, dans des entreprises, je faisais mes sculptures. Et puis, tout ça, j'ai réussi à en vendre quelques-unes. Puis en dehors, je construisais mon œuvre personnelle en pleine liberté, et en n'ayant de compte à rendre à personne, et sans transiger. Je n'ai jamais accepté la moindre suggestion. Je faisais les choses comme je les ressentais, selon ma nécessité intérieure. Mais jamais je n'ai essayé d'entrer dans un système, donc je suis resté à l'écart de système. Et quand on est à l'écart d'un courant comme ça, qui est gouverné par l'argent et par la commercialisation, alors bien sûr c'est difficile à vivre parce qu'il y a un prix à payer et il faut le payer, quoi. C'est le prix de la liberté. Mais je suis un artiste libre, je n'ai de compte à rendre à personne et je suis un homme heureux. Alors par cette création de 75 ans, ça fait 75 ans que je travaille. Et tous les jours je suis à l'atelier. Et tous les jours, c'est dur, c'est passionnant. Et c'est une vie magnifique. Au départ, j'utilisais des matériaux un peu plus pauvres, du bois, mais plutôt du contreplaqué, de l'aggloméré, des bois qui avaient déjà des traces de peinture. Enfin, je mélangeais des choses comme ça. Beaucoup de plâtre, donc c'est assez proche en ça des pièces qui sont là. Des résines de carrossier, des choses comme ça. Et l'idée de ce sculpteur américain, c'est mettre tes sculptures dehors. Et là, il faut des matériaux qui tiennent le choc par rapport au climat, par rapport même au public. J'ai eu une formation tout à fait classique. J'ai eu une formation aux Beaux-Arts à Valence, dans la Drôme. J'avais un peu choisi cette école parce qu'il y avait dans un premier temps une formation même très classique où on apprenait à dessiner avec le fil à plomb, le fusain, toutes les techniques un peu qui à l'époque étaient en train de passer de mode. Je ne peux pas dire que ça me serve beaucoup dans ma pratique actuelle, mais en tout cas je voulais passer par ce type d'enseignement. Ensuite j'ai fait un diplôme des Beaux-Arts,
Et puis j'ai eu la chance, quelques années après, d'aller 2 ans à Rome, à la Villa Médicis. Donc ça m'a permis de vivre à Rome, d'être dans un univers qui m'a vraiment énormément apporté, d'être bousculé par le baroque comme la période romaine plus ancienne. Voilà, ça m'a, ce côtoiement quotidien des œuvres et de l'architecture comme de la sculpture, comme de la peinture, m'a beaucoup apporté. Et à peine revenu de ces 2 années, j'ai eu une sorte de rencontre qui a été un autre déclencheur. Donc je faisais déjà de la sculpture avec des matériaux qui ressemblent assez aux pièces que vous pouvez avoir ici. Et à ce moment-là, en revenant, j'ai rencontré un sculpteur américain qui s'appelle Marc Di Suvero, qui est un très grand sculpteur qui faisait des choses et qui continue d'ailleurs à un format immense et qui m'a bousculé, vraiment, qui m'a dit il faut te lancer, il faut aller dans des grandes dimensions, il ne faut pas avoir peur, il faut... Voilà. Et ça m'a vraiment apporté et je suis passé à ce moment-là à des choses en métal. Et l'intérêt du métal, ça a été de poursuivre au fond ce qui m'avait ému dans l'art italien, c'est-à-dire entre autres l'art baroque et un des credos du baroque, c'est il faut aller vite, quoi. Il faut suggérer le mouvement et le métal permet ça. Le métal permet de travailler très vite si on veut souder, monter des formes plus rapidement que directement dans des matériaux classiques de la sculpture, la pierre, le bois, d'autres. Ce qui est particulier, c'est que j'ai eu la chance jusqu'à aujourd'hui de ne faire que ce qui m'intéressait, c'est-à-dire de la sculpture, du dessin, de la peinture, des assemblages, voilà. Et en même temps, ça donne une qualité de vie et le temps de regarder, d'essayer d'approfondir les choses. C'est un peu comme ça que je concevais l'activité de sculpteur ou d'artiste en général. J'ai l'impression d'utiliser plutôt comme matériau l'espace que le matériau fer, qui est théoriquement et même pratiquement celui que j'emploie et qu'on peut voir dans mes différents stocks. Mais ce qui m'a toujours préoccupé, c'est les formes dans l'espace, et il y a au moins dans l'énoncé, il y a au moins 2 aspects, c'est-à-dire il y a les formes et il y a l'espace, ou l'espace et les formes. Il n'y a pas de dessin préalable. Je fais beaucoup de dessins qui sont autonomes, parce que le dessin, c'est une autre forme d'espace, c'est 2 dimensions. Voilà, et à l'intérieur de ces 2 dimensions, mais on peut chercher aussi des choses sur l'équilibre, sur le déséquilibre, voilà.
Alors ici à Saint-Julien-aux-La-Molette, où je suis depuis maintenant 30 ans, j'ai acheté ce bâtiment. Et j'ai passé quelques années de réparation, de mise en condition de ce bâtiment. Elle était complètement vide au début. Et il fallait construire la partie atelier, appartement. Et ça m'a pris plusieurs années de construction. Et c'est que par la suite, j'ai commencé à travailler ici, de faire des sculptures, à l'époque plutôt. Et aujourd'hui, je fais plutôt la peinture. Voilà, donc au fond, les sujets qui me préoccupent depuis que je commençais la peinture, ça veut dire 40 ans, je suis surtout poursuivi par la Shoah et en tant qu'Allemand, par ce sujet qui monte. J'ai fait longtemps travailler sur ce sujet. Et par la suite, heureusement, c'est plutôt le sujet des ailes qui m'ont emporté ailleurs dans d'autres symbolismes plus légers et qui aujourd'hui encore sont des thèmes un peu principaux, les ailes d'ange, des ailes d'oiseaux, les ailes comme ici, la sculpture qui va être exposée. Et cette fascination de ce symbolisme qui est extrêmement large entre la paix, le bonheur et l'emporter nos âmes dans l'au-delà. Je suis donc très pris, malgré moi, par ce sujet depuis maintenant aussi une quarantaine d'années. C'est un lieu qui va nous permettre, ma femme et moi, de retrouver Dieu-le-Fille qu'on connaît depuis très très longtemps, mais surtout de l'investir de façon créative, puisque les deux ateliers vont être sur place. Donc ça va être, on l'espère, une vie extrêmement créative et très très active quoi, sur ce bel espace qui sera un peu à notre image. Le premier bâtiment, quand on arrive, c'est l'atelier de sculpture, de dessin, de gravure, dans lequel il y aura également le four de céramique pour Martine, mon épouse, et elle a un autre atelier au bas de cette maison qui donne sur le jardin où elle pourra donc travailler la terre, la gravure, la photographie. C'est une question de concision, tout est venu du dessin depuis le début pour ma pratique. C'est un dessin qui a grandi, qui a pris de l'ampleur dans l'espace. Mon travail se caractérise par une forme de sécheresse, hein, il n'y a pas du tout de tentative de séduction par le matériau, c'est simplement la qualité du dessin, des plans entre eux qui construisent la sculpture. Parce que la sculpture c'est un piège à lumière hein, qui vit avec l'extérieur ou même l'intérieur, mais de toute façon ça vit avec le temps. Et voilà, l'essentiel de mon travail est axé là-dessus, sur une question de dessin et de présence dans l'espace. Oui, ce qui importe le plus pour moi, c'est la concision et la précision du dessin, quel que soit le format des sculptures. Ce qui compte, c'est la vie de la sculpture dans l'espace avec le temps qui passe, les saisons aussi, qui changent toutes les lumières en permanence. Donc chaque installation est une configuration tout à fait particulière pour pouvoir lire les sculptures sur la durée. Toutes les sculptures sont dessinées sur plusieurs feuillets et c'est à partir d'un feuillet, une sorte de liasse, desquels j'ai extrait une image, un dessin, et qu'il n'y a pas d'échelle.
je commence à dessiner directement sur la tôle. Donc le dernier dessin en définitive, c'est celui que j'opère sur le format de papier, qui est comme une feuille de le format d'acier, comme sur une feuille de papier, et cette première forme engendre les autres. C'est toujours comme ça là que ça se passe, quelle que soit l'échelle. Donc il n'y a pas de cote préalable, jamais. Alors pour Arfarens, il va y avoir 4 sculptures qui en définitive peuvent ponctuer dans leur venue dans le temps là, les différentes étapes du travail de ces 15 dernières années. La première de 2010, c'est une sculpture qui s'appelle Bibal, c'est une sculpture en hommage à mon ancêtre forgeron. Bibal, c'est un village de l'Aveyron. J'étais parti il y a très très longtemps pour Grenoble. Et puis, donc ça c'est la plus ancienne. Il y en a une autre qui est de 2010 aussi, qui s'appelle Èbre, qui était au musée Hébert, l'exposition 2010. 2016, c'est une sculpture très lourde, très très épaisse, en acier Corten, qui avait été montrée à Andrézy, en région parisienne, en 2016. Et la toute dernière, c'est 2020, c'est une sculpture qui fait partie de la famille des Cora. C'est une série de sculptures que je travaille depuis une quinzaine d'années, donc celle-ci c'est la dernière et c'est la plus grande de toute la série des Cora. Je suis ravi d'être là à Farens avec une partie de mes enfants du monde. Il n'y a que 5 personnages. L'ensemble est composé de 21 pièces. En 2001, pour symboliser l'entrée dans le XXIe siècle, j'ai donc réalisé Les Enfants du Monde. Et à partir de ces voyages que j'ai faits dans différentes villes du monde, où j'ai prélevé la peau des rues. En fait, j'ai fait des empreintes de plaques d'égout, de grilles d'arbres. Et voilà, Mes Enfants du Monde sont parés de l'histoire de ces sols. Et chacun raconte une histoire. Enfin, j'aurais moulé le mot eau, gaz, électricité dans toutes les langues du monde. Alors le Titi parisien, c'est assez extraordinaire. Je cherchais une plaque du côté du Louvre et un jour, je me retrouve à l'entrée des artistes de l'Opéra Garnier et je vois 2 sublimes plaques, celle qui est sur le Titi parisien. Et j'ai appris par la suite que, en fait, Garnier lui-même avait dessiné cette plaque d'égout. Il avait un tel souci du détail et il a eu ce mot très beau. Si l'édifice disparaissait, on saurait, grâce à ces plaques, qu'ici était le temple de la musique. Alors, la chinoise qui est là est très différente de celle qui est à Paris, Bercy, parce que j'ai moulé des plaques d'égout lors de mon premier voyage en Chine en 87 et plus récemment je me promenais à Shanghai et dans Fuxing Park et j'ai vu cette plaque avec cette rose, j'allais dire mal dessinée, mais en fait c'est pas une rose, c'est la fleur de magnolia et c'est le symbole de la ville de Shanghai du temps des concessions étrangères, ce qui n'est pas très apprécié par les Chinois, on le comprend aujourd'hui. Là, je me trouve près de l'Indien, le personnage. Et donc, quand je suis arrivé à New Delhi, avec mes bidons d'élastomère pour faire les moulages, la première plaque d'égout sur laquelle je tombe, il était écrit London. Donc, l'histoire de ce pays. Je ne pouvais pas décemment, alors que j'avais déjà fait mon affaire à Londres, mouler London à New Delhi. Et donc, j'ai trouvé chez un brocanteur des moules pour peindre des tissus, pour imprimer le batik. Et j'en ai fait ce personnage un peu précieux qui allait représenter l'Inde. Voilà. Alors, les tortues de la paix, je me promenais un jour au marché aux puces et j'ai vu un casque militaire, et je me suis dit, mes horreurs de la guerre. Il s'avère que
Je suis d'origine berbère et j'ai grandi avec une tortue à la maison. Ma mère disait, et c'est très maghrébin, la tortue chasse les mauvais sorts et les mauvais génies et elle protège la maison. Donc cet animal qui symbolise le bien, il y avait cette dualité à travers l'objet, du bien du mal, et je me suis dit je vais en faire une tortue avec un casque militaire américain, allemand, français, et voilà. C'est à l'image du reptile qui hiberne et qui revient au printemps. On a beau dire plus jamais cela, chaque époque a son lot de misère, de violence, comme cette tortue de la paix. J'ai toujours, je dirais, théâtralisé mon travail. Autant en faisant des empreintes de sol urbain, les premiers curieux, c'est toujours les enfants qui viennent et qui me disent « Qu'est-ce que tu fais, monsieur ?» Tu sais, je moule une plaque d'égout. Et pourquoi tu fais ça? Ça va devenir un ventre, une tête. Et ils me disent « Mais on peut travailler avec vous ?» Je dis oui, on peut, c'est possible. Il faut faire très attention, il faut bien mélanger le produit. Il y a cet aspect ludique qui est important. Toucher, faire, les gamins aiment ça. Et puis, installer des tortues, il y a à la fois quelque chose de mémoriel et de ludique à la fois. Donc c'est voilà, c'est présent, c'est puissant, c'est joyeux. Bien que le thème est un peu dur. Si un jour vous passez par une course, voilà, ça permet de regarder les tortues d'une